Petit e. Le prolétariat agricole anglais. Le caractère antagonique de l'accumulation capitaliste ne s'affirme nulle part plus brutalement que dans le mouvement progressif de l'agriculture anglaise et le mouvement rétrograde des cultivateurs anglais. Avant d'examiner leur situation actuelle, il nous faut jeter un regard en arrière. L'agriculture moderne date en Angleterre du milieu du siècle dernier, quoique les bouleversements survenus dans la constitution de la propriété foncière, qui devait servir de base aux nouveaux modes de production, remontent à une époque beaucoup plus reculée. Les renseignements fournis par Arthur Young, penseur superficiel mais observateur exact, prouvent incontestablement que l'ouvrier agricole de 1771 était un bien piteux personnage comparé à son devancier de la fin du XIVe siècle, ouvrez les guillemets, lequel pouvait vivre dans l'abondance et accumuler de la richesse. Note 171, fermez les guillemets. Pour ne pas parler du XVe siècle, ouvrez les guillemets, l'âge d'or du travailleur anglais et à la ville et à la campagne. Fermez les guillemets. Nous n'avons pas besoin cependant de remonter si loin. On lit dans un écrit remarquable publié en 1777, ouvrez les guillemets, le gros fermier s'est presque élevé au niveau du gentleman, tandis que le pauvre ouvrier des champs est foulé aux pieds. Pour juger de son malheureux état, il suffit de comparer sa position d'aujourd'hui avec celle qu'il avait il y a 40 ans. Propriétaires fonciers et fermiers se prêtent mutuellement main forte pour opprimer le travailleur. Note 172, fermez les guillemets. Il y est ensuite prouvé en détail que de 1737 à 1777, dans les campagnes, le salaire réel est tombé d'environ un quart, ou 25%. Ouvrez les guillemets. La politique moderne, dit Richard Price, favorise les classes supérieures du peuple. La conséquence sera que, tôt ou tard, le royaume entier se composera de gentlemen et de mendiants, de magnats et d'esclaves. Note 173, fermez les guillemets. Néanmoins, la condition du travailleur agricole anglais de 1770 à 1780, à l'égard du logement et de la nourriture aussi bien que de la dignité et des divertissements, etc., reste un idéal qui n'a jamais été atteint depuis. Son salaire moyen exprimé en pintes de froment se montait de 1770 à 1771 à 90. À l'époque d'Eden, 1797, il n'était plus que de 65 et en 1808 que de 60. Note 174. Nous avons indiqué la situation du travailleur agricole à la fin de la guerre anti-jacobine. Entre parenthèses, Anti-Jacobin War, tel est le nom donné par William Cobbett à la guerre contre la Révolution française. Guerre anti-jacobine pendant laquelle seigneurs terriens, fermiers, fabricants, commerçants, banquiers, loups-cerviers, fournisseurs, etc. s'étaient extraordinairement enrichis. Le salaire nominal s'éleva en conséquence, soit de la dépréciation des billets de banque, soit d'un enchérissement des subsistances les plus nécessaires, indépendant de cette dépréciation. Son mouvement réel peut être constaté d'une manière fort simple, sans entrer dans des détails fastidieux. La loi des pauvres et son administration étaient en 1814 les mêmes qu'en 1795. Or, nous avons vu comment cette loi s'exécutait dans les campagnes. C'était la paroisse qui, sous forme d'aumône, parfaisait la différence entre le salaire nominal du travail et la somme minima indispensable aux travailleurs pour végéter. La proportion entre le salaire payé par le fermier et le supplément ajouté par la paroisse nous montre deux choses. Premièrement, de combien le salaire était au-dessous de son minimum. Secondement, à quel degré le travailleur agricole était transformé en serf de sa paroisse. Prenons pour exemple un comté qui représente la moyenne de cette proportion dans tous les autres comtés. En 1795, le salaire hebdomadaire moyen était à Northampton de 7 shillings 6 pence. La dépense totale annuelle d'une famille de 6 personnes de 36 livres sterling 12 shillings 5 pence, sa recette totale de 29 livres sterling 18 shillings, le complément fourni par la paroisse de 6 livres sterling 14 shillings 5 pence. Dans le même comté, le salaire hebdomadaire était en 1814 de 12 shillings 2 pence. La dépense totale annuelle d'une famille de 5 personnes de 54 livres sterling 18 shillings 4 pence, sa recette totale de 36 livres sterling 2 shillings, le complément fourni par la paroisse de 18 livres sterling 6 shillings 4 pence. Note 175. En 1795, le complément n'atteignait pas le quart du salaire, en 1814, il en dépassait la moitié. Il est clair que dans ces circonstances, le faible confort qu'Eden signale encore dans le cotage de l'ouvrier agricole avait alors tout à fait disparu. Note 176. De tous les animaux qu'entretient le fermier,
Le travailleur, l'instrumentum vocal, restera désormais le plus mal nourri et le plus maltraité. Les choses continuèrent paisiblement en cet état, jusqu'à ce que, entre guillemets, les émeutes de 1830 vinssent nous avertir, entre parenthèses, nous, les classes gouvernantes, à la lueur des meules de blé incendiées, que la misère et un sombre mécontentement, tout prêt à éclater, bouillonnaient aussi furieusement sous la surface de l'Angleterre agricole que de l'Angleterre industrielle. Note 177. Fermez les guillemets. Alors, dans la Chambre des communes, Sadler baptisera les ouvriers des campagnes du nom d'esclaves blancs, white slaves, et un évêque répétera le mot dans la chambre haute. Le travailleur agricole du sud de l'Angleterre, dit l'économiste le plus remarquable de cette période, Edward Gibbon Wakefield, n'est ni un esclave ni un homme libre. C'est un pauper. Note 178. Fermez les guillemets. À la veille de l'abrogation des lois sur les céréales, la lutte des partis intéressés vint jeter un nouveau jour sur la situation des ouvriers agricoles. D'une part, les agitateurs abolitionnistes faisaient appel aux sympathies populaires, en démontrant par des faits et des chiffres que ces lois de protection n'avaient jamais protégé le producteur réel. D'autre part, la bourgeoisie industrielle écumait de rage quand les aristocrates fonciers venaient dénoncer l'état des fabriques, que ces oisifs, cœurs secs, corrompus jusqu'à la moelle, faisaient parade de leur profonde sympathie pour les souffrances des ouvriers de fabrique et réclamaient à hauts cris l'intervention de la législature. Quand deux larrons se prennent aux cheveux, dit un vieux proverbe anglais, l'honnête homme y gagne toujours. Et de fait, la dispute bruyante, passionnée des deux fractions de la classe dominante sur la question de savoir laquelle des deux exploitait le travailleur avec le moins de vergogne, aida puissamment à révéler la vérité. L'aristocratie terrienne avait pour général en chef dans sa campagne philanthropique contre les fabricants le comte de Shaftesbury, ci-devant Lord Ashley. Aussi fut-il le principal point de mire des révélations que le Morning Chronicle publiait de 1844 à 1845. Cette feuille, le plus important des organes libéraux d'alors, envoyait dans les districts ruraux des correspondants qui, loin de se contenter d'une description et d'une statistique générale, désignèrent nominalement les familles ouvrières visitées et leurs propriétaires. La liste suivante spécifie les salaires payés dans 3 villages, aux environs de Blandford, Wimborne et Poole, villages appartenant à M. J. Banks et au comte de Shaftesbury. On remarquera que ce pontife de la basse église, Low Church, ce chef des piétistes anglais, empoche, tout comme son compère Banks sous forme de loyer, une forte portion du maigre salaire qu'il est censé octroyer à ses cultivateurs. Premier village, note 179. Une famille de 4 dont 2 enfants. Salaire de l'homme par semaine, 8 shillings. Salaire des enfants par semaine, rien. Recette hebdomadaire de toute la famille, 8 shillings. Loyer de la semaine, 2 shillings. Salaire total après déduction du loyer, 6 shillings. Salaire par semaine et par tête, 1 shilling 6 pence. Une famille de 5 dont 3 enfants. Salaire de l'homme par semaine, 8 shillings. Salaire des enfants par semaine, rien. Recette hebdomadaire de toute la famille, 8 shillings. Loyer de la semaine, 1 shilling 6 pence. Salaire total après déduction du loyer, 6 shillings 6 pence. Salaire par semaine et par tête, 1 shilling 3 pence et demi. Une famille de 4 dont 2 enfants. Salaire de l'homme par semaine, 8 shillings. Salaire des enfants par semaine, rien. Recette hebdomadaire de toute la famille, 8 shillings. Loyer de la semaine, 1 shilling. Salaire total après déduction du loyer, 7 shillings. Salaire par semaine et par tête, 1 shilling 9 pence. Une famille de 4 dont 2 enfants. Salaire de l'homme par semaine, 8 shillings. Salaire des enfants par semaine, rien. Recette hebdomadaire de toute la famille, 8 shillings. Loyer de la semaine, 1 shilling. Salaire total après déduction du loyer, 7 shillings. Salaire par semaine et par tête, 1 shilling 9 pence. Une famille de 8 dont 6 enfants. Salaire des hommes par semaine, 7 shillings. Salaire des enfants par semaine, 1 shilling 6 pence. Recette hebdomadaire de toute la famille, 10 shillings 6 pence. Loyer de la semaine, 2 shillings. Salaire total après déduction du loyer, 8 shillings 6 pence. Salaire par semaine et par tête, 1 shilling 3 quarts de penny. Une famille de 5 dont 3 enfants. Salaire de l'homme par semaine, 7 shillings. Salaire des enfants par semaine, 1 shilling 2 pence. Recette hebdomadaire de toute la famille,
10 shillings 2 pence. Loyer de la semaine, 1 shilling 4 pence. Salaire total après déduction du loyer, 6 shillings 10 pence. Salaire par semaine et par tête, 1 shilling 1 demi-penny. Deuxième village. Une famille de 8 dont 6 enfants. Salaire de l'homme par semaine, 7 shillings. Salaire des enfants par semaine, 1 shilling 6 pence. Recette hebdomadaire de toute la famille, 10 shillings. Loyer de la semaine, 1 shilling 6 pence. Somme totale après déduction du loyer, 8 shillings 6 pence. Salaire par semaine et par tête, 1 shilling 3 quarts de penny. Une famille de 8 dont 6 enfants. Salaire de l'homme par semaine, 7 shillings. Salaire des enfants par semaine, 1 shilling 6 pence. Recette hebdomadaire de toute la famille, 7 shillings. Loyer de la semaine, 1 shilling 3 pence et demi. Salaire total après déduction du loyer, 5 shillings 8 pence et demi. Salaire par semaine et par tête, 1 shilling 8 pence et demi. Une famille de 10 dont 8 enfants. Salaire des hommes par semaine, 7 shillings. Salaire des enfants par semaine, rien. Recette hebdomadaire de toute la famille, 7 shillings. Loyer de la semaine, 1 shilling 3 pence et demi. Salaire total après déduction du loyer, 5 shillings 8 pence et demi. Salaire par tête et par semaine, 1 shilling 7 pence. Une famille de 6 dont 4 enfants. Salaire des hommes par semaine, 7 shillings. Salaire des enfants par semaine, rien. Recette hebdomadaire de toute la famille, 7 shillings. Loyer de la semaine, 1 shilling 6 pence et demi. Salaire total après déduction du loyer, 5 shillings 5 pence et demi. Salaire par semaine et par tête, 1 shilling 11 pence. Une famille de 5 dont 3 enfants. Salaire des hommes par semaine, 7 shillings. Salaire des enfants par semaine, rien. Recette hebdomadaire de toute la famille, 7 shillings. Loyer de la semaine, 1 shilling 6 pence et demi. Salaire total après déduction du loyer, 5 shillings 5 pence et demi. Salaire par semaine et par tête, 1 shilling 1 penny. Troisième village. Une famille de 6 dont 4 enfants. Salaire de l'homme par semaine, 7 shillings. Salaire des enfants par semaine, rien. Recette hebdomadaire de toute la famille, 7 shillings. Loyer de la semaine, 1 shilling. Salaire total après déduction du loyer, 6 shillings. Salaire par semaine et par tête, 1 shilling. Une famille de 5 dont 3 enfants. Salaire de l'homme par semaine, 7 shillings. Salaire des enfants par semaine, 1 shilling 2 pence. Recette hebdomadaire de toute la famille, 11 shillings 6 pence. Loyer de la semaine, 0 shilling 10 pence. Salaire total après déduction du loyer, 10 shillings 8 pence. Salaire par semaine et par tête, 2 shillings 2 pence et demi. Une famille de 2, pas d'enfants. Salaire de l'homme par semaine, 5 shillings. Salaire des enfants par semaine, rien. Recette hebdomadaire de toute la famille, 5 shillings. Loyer de la semaine, 1 shilling. Salaire total après déduction du loyer, 4 shillings. Salaire par semaine et par tête, 2 shillings. L'abrogation des lois sur les céréales donna à l'agriculture anglaise une nouvelle et merveilleuse impulsion. Drainage tout à fait en grand, note 180, nouvelle méthode pour nourrir le bétail dans les étables et pour cultiver les prairies artificielles, introduction d'appareils mécaniques pour la fumure des terres, manipulation perfectionnée du sol argileux, usage plus fréquent des engrais minéraux, emploi de la charrue à vapeur et de toutes sortes de nouvelles machines-outils, etc. En général, culture intensifiée, voilà ce qui caractérise cette époque. Le président de la Société royale d'agriculture, M. Puiset, affirme que l'introduction des machines a fait diminuer de près de moitié les frais, entre parenthèses relatifs, d'exploitation. D'un autre côté, le rendement positif du sol s'éleva rapidement. La condition essentielle du nouveau système était un plus grand déboursé de capital, entraînant nécessairement une concentration plus rapide des fermes. Note 181. En même temps, la superficie des terres mises en culture augmenta de 1846 à 1865 d'environ 464 119 acres, sans parler des grandes plaines des comtés de l'Est, dont les garennes et les maigres pâturages furent transformés en magnifiques champs de blé. Nous savons déjà que le nombre total des personnes employées dans l'agriculture diminua dans la même période. Le nombre des cultivateurs proprement dit, des deux sexes et de tout âge, tomba de 1851 à 1861 de 1 241 269
à 1 163 227. Note 182. Si donc le registraire général fait très justement remarquer que l'accroissement du nombre des fermiers et des ouvriers de campagne depuis 1801 n'est pas le moins du monde en rapport avec l'accroissement du produit agricole, note 183, cette disproportion se constate encore bien davantage dans la période de 1846 à 1866. Là, en effet, la dépopulation des campagnes a suivi pas à pas l'extension et l'intensification de la culture. L'accumulation inouïe du capital incorporé au sol et de celui consacré à son exploitation, l'augmentation des produits, sans précédent dans l'histoire de l'agronomie anglaise, l'accroissement des rentes dévolues aux propriétaires fonciers et celui des profits réalisés par les fermiers capitalistes. Si l'on songe que tout cela coïncidait avec le développement rapide et continu des débouchés urbains et le règne du libre-échange, le travailleur agricole, post tot discrimina rerum, se trouva évidemment placé dans des conditions qui devaient enfin, secundo Martem, selon la formule, le rendre fou de bonheur. Le professeur Roger trouve, en définitive, que comparé à son prédécesseur de la période de 1770 à 1780, pour ne rien dire de celle qui a commencé au dernier tiers du XIVe siècle et se termine au dernier tiers du XVe, le travailleur agricole anglais d'aujourd'hui est dans un état pitoyable, qu'il est devenu serf, à vrai dire, serf mal nourri et mal logé. Note 184. D'après le rapport du docteur Julian Hunter sur les conditions d'habitation des ouvriers ruraux, rapport qui a fait époque, ouvre les guillemets, les frais d'entretien du Hind, non donnés aux paysans aux temps féodaux, ne sont point calculés sur le profit qu'il s'agit de tirer de lui. Dans les supputations du fermier, il représente le zéro, note 185. Ses moyens de subsistance sont toujours traités comme une quantité fixe, note 186, fermez les guillemets. Ouvre les guillemets. Quant à une réduction ultérieure du peu qu'il reçoit, il peut dire « ni il abéo, ni il curo, rien n'est, rien ne me chaud ». Il n'a aucune appréhension de l'avenir parce qu'il ne dispose de rien, en dehors de ce qui est absolument indispensable à son existence. Il a atteint le point de congélation qui sert de base au calcul du fermier. Advienne que pourra, heure ou malheur, il n'y a point part. Note 187, fermez les guillemets. Une enquête officielle eut lieu en 1863 sur l'alimentation et le travail des condamnés, soit à la transportation, soit au travail forcé. Les résultats en sont consignés dans 2 livres bleus volumineux. Ouvrez les guillemets. Une comparaison faite avec soin, y est-il dit entre autres, entre l'ordinaire des criminels dans les prisons d'Angleterre d'une part et celui des pauvres dans les workhouses et des travailleurs agricoles libres du même pays d'autre part, prouve jusqu'à l'évidence que les premiers sont beaucoup mieux nourris qu'aucune des 2 autres catégories, note 188, tandis que la masse de travail exigée d'un condamné au travail forcé ne s'élève guère qu'à la moitié de celle qu'exécute le travailleur agricole ordinaire. Note 189, fermez les guillemets. Citons à l'appui quelques détails caractéristiques, extraits de la déposition d'un témoin. Ouvrez les guillemets. Déposition de John Smith, directeur de la prison d'Édimbourg. Numéro 5056. L'ordinaire des prisons anglaises est bien meilleur que celui de la généralité des ouvriers agricoles. Numéro 5075. C'est un fait certain qu'en Écosse, les travailleurs agricoles ne mangent presque jamais de viande. Numéro 30047. Connaissez-vous une raison quelconque qui explique la nécessité de nourrir les criminels beaucoup mieux que l'ouvrier de campagne ordinaire? Assurément non. Numéro 3048. Pensez-vous qu'il convienne de faire de plus amples expériences pour rapprocher le régime alimentaire des condamnés au travail forcé de celle du travailleur libre? Note 190, fermez les guillemets. Ce qui veut dire, ouvre les guillemets, l'ouvrier agricole pourrait tenir ce propos. Je travaille beaucoup et je n'ai pas assez à manger. Lorsque j'étais en prison, je travaillais moins et je mangeais tout mon sou. Il vaut donc mieux rester en prison qu'en liberté. Note 191, fermez les guillemets. Des tables annexes au premier volume du rapport, nous avons tiré le tableau comparatif qui suit. Somme de nourriture hebdomadaire. Criminel de la prison de Portland. Éléments azotés, 28,95 onces. Éléments non azotés, 150,06 onces. Éléments minéraux, 4,68 onces. Somme totale, 183,69 onces. Matelot de la marine royale. Éléments azotés, 29,63 onces. Éléments non azotés, 152,91 onces. Éléments minéraux, 4,52 onces.
Somme totale 187,06 onces. Soldats. Éléments azotés 25,55 onces. Éléments non azotés 114,49 onces. Éléments minéraux 3,94 onces. Somme totale 143,98 onces. Ouvrier carrossier. Éléments azotés 24,53 onces. Éléments non azotés 162,06 onces. Éléments minéraux 4,23 onces. Somme totale 190,82 onces. Compositeur typographe. Éléments azotés 21,24 onces. Éléments non azotés 100,83 onces. Éléments minéraux 3,12 onces. Somme totale 125,19 onces. Travailleur agricole. Éléments azotés 17,73 onces. Éléments non azotés 118,06 onces. Éléments minéraux 3,29 onces. Somme totale 139,08 onces. Résumé des sommes totales des éléments. Criminel de la prison de Portland 183,69 onces. Matelot de la marine royale 187,06 onces. Soldat 143,98 onces. Ouvrier carrossier 190,82 onces. Compositeur typographe 125,19 onces. Travailleur agricole 139,08 onces. Le lecteur connaît déjà les conclusions de la commission médicale d'enquête sur l'alimentation des classes mal nourries du peuple anglais. Il se souvient que, chez beaucoup de familles agricoles, l'ordinaire s'élève rarement à la ration indispensable, ouvrez les guillemets, pour prévenir les maladies d'inanition, fermez les guillemets. Ceci s'applique surtout aux districts purement agricoles de Cornwall, Devon, Somerset, Dorset, Wilts, Stafford, Oxford, Berks et Herts. Ouvrez les guillemets. La nourriture du cultivateur, dit le docteur Simon, dépasse la moyenne que nous avons indiquée parce qu'il consomme une part supérieure à celle du reste de sa famille, et sans laquelle il serait incapable de travailler. Il se réserve presque toute la viande ou le lard dans les districts les plus pauvres. La quantité de nourriture qui échoit à la femme et aux enfants dans l'âge de la croissance est, en beaucoup de cas, et à vrai dire dans presque tous les comtés, insuffisante et surtout pauvre en azote. Note 192. Les valets et les servantes, qui habitent chez les fermiers eux-mêmes, sont au contraire plantureusement nourris, mais leur nombre va diminuant. De 288 277 qu'ils comptaient en 1851, il était descendu à 204 962 en 1861. Ouvrez les guillemets. Le travail des femmes en plein champ, dit le docteur Smith, quels qu'en soient les inconvénients inévitables, est, dans toutes les circonstances présentes, d'un grand avantage pour la famille, parce qu'il lui procure les moyens de se chausser, de se vêtir, de payer son loyer et de se mieux nourrir. Note 193, fermez les guillemets. Le fait le plus curieux, que l'enquête ait relevé, c'est que parmi les travailleurs agricoles du Royaume-Uni, celui de l'Angleterre est de beaucoup le plus mal nourri, considerably the worst fed. Voici l'analyse comparée de leurs régimes alimentaires. Consommation hebdomadaire de carbone et d'azote par l'ouvrier rural en moyenne. Angleterre. 40 673 grains de carbone, 1594 d'azote. Galles. 48 354 grains de carbone, 2031 d'azote. Écosse. 48 980 grains de carbone, 2348 d'azote. Irlande. 43 336 grains de carbone, 2439 d'azote. Note 194. Ouvrez les guillemets. Chaque page du rapport du Dr Hunter, dit le Dr Simon dans son rapport officiel sur la santé, atteste l'insuffisance numérique et l'état misérable des habitations de nos travailleurs agricoles. Et depuis nombre d'années, leur situation à cet égard n'a fait qu'empirer. Il leur est maintenant bien plus difficile de trouver à se loger, et les logements qu'ils trouvent sont bien moins adaptés à leurs besoins que ce n'était le cas depuis peut-être des siècles. Dans les 20 ou 30 dernières années particulièrement, le mal a fait de grands progrès, et les conditions de domicile du paysan sont aujourd'hui lamentables au plus haut degré. Sauf les cas où ceux que son travail enrichit jugent que cela vaut bien la peine de le traiter avec une certaine indulgence, mêlée de compassion, il est absolument hors d'état de se tirer d'affaire. S'il parvient à trouver sur le sol qu'il cultive un abri-logis décent ou un toit à cochon,
Avec ou sans un de ces petits jardins qui allègent tant le poids de la pauvreté, cela ne dépend ni de son inclination personnelle, ni même de son aptitude à payer le prix qu'on lui demande, mais de la manière dont d'autres veulent bien exercer leur droit d'user de leur propriété comme bon leur semble. Si grande que soit une ferme, il n'existe pas de loi qui établisse qu'elle contiendra un certain nombre d'habitations pour les ouvriers, et que même ces habitations seront décentes. La loi ne réserve pas non plus à l'ouvrier le moindre droit sur ce sol, auquel son travail est aussi nécessaire que la pluie et le soleil. Une circonstance notoire fait encore fortement pencher la balance contre lui, c'est l'influence de la loi des pauvres et de ses dispositions sur le domicile des pauvres et les charges qui reviennent aux paroisses. Note 195. Il en résulte que chaque paroisse a un intérêt d'argent à limiter au minimum le nombre des ouvriers ruraux domiciliés chez elle, car malheureusement, au lieu de garantir à ceux-ci et à leurs familles une indépendance assurée et permanente, le travail champêtre, si rude qu'il soit, les conduit en général par des acheminements plus ou moins rapides au paupérisme. Paupérisme toujours si imminent que la moindre maladie ou le moindre manque passager d'occupation nécessite un appel immédiat à l'assistance paroissiale. La résidence d'une population d'agriculteurs dans une paroisse y fait donc évidemment augmenter la taxe des pauvres. Il suffit aux grands propriétaires fonciers, note 196, il suffit aux grands propriétaires fonciers de décider qu'aucune habitation de travailleurs ne pourra être établie sur leur domaine pour qu'ils soient sur le champ affranchis de la moitié de leurs responsabilités envers les pauvres. Jusqu'à quel point la loi et la Constitution anglaise ont-elles eu pour but d'établir ce genre de propriété absolue, qui autorise le seigneur du sol à traiter les cultivateurs du sol comme des étrangers et à les chasser de son territoire sous prétexte de disposer de son bien comme il l'entend? C'est là une question que je n'ai pas à discuter. Cette puissance d'éviction n'est pas de la théorie pure. Elle se réalise pratiquement sur la plus grande échelle. Elle est une des circonstances qui dominent les conditions de logement du travailleur agricole. Fermez les guillemets. Le dernier recensement permet de juger de l'étendue du mal. Il démontre que dans les 10 dernières années, la destruction des maisons, malgré la demande toujours croissante d'habitation, a progressé en 821 districts de l'Angleterre. En comparant l'année 1861 à l'année 1851, on trouvera qu'à part les individus forcés de résider en dehors des paroisses où ils travaillent, une population plus grande de 5,1% a été resserrée dans un espace plus petit de 4,5%. Ouvrez les guillemets. Dès que le progrès de la dépopulation a atteint le but, dit le Dr Hunter, on obtient pour résultat un show village, un village de parade, où les cottages sont réduits à un chiffre faible et où personne n'a le privilège de résider, hormis les bergers, les jardiniers, les gardes-chasse et autres gens de domesticité ordinairement bien traités par leur bienveillant seigneur. Note 197. Mais le sol a besoin d'être cultivé et ces cultivateurs, loin de résider sur les domaines du propriétaire foncier, viennent d'un village ouvert, distant peut-être de 3 miles, où ils ont été accueillis après la destruction de leur cottage. Là où cette destruction se prépare, l'aspect misérable des cottages ne laisse pas de doute sur le destin auquel ils sont condamnés. On les trouve à tous les degrés naturels de délabrement. Tant que le bâtiment tient debout, le travailleur est admis à en payer le loyer, et il est souvent bien content de ce privilège, même lorsqu'il lui faut y mettre le prix d'une bonne demeure. Jamais de réparation d'aucune sorte, à part celle que peut faire le pauvre locataire. La bicoque devient-elle à la fin tout à fait inhabitable, ce n'est qu'un cottage détruit de plus et autant de moins à payer à l'avenir pour la taxe des pauvres. Tandis que les grands propriétaires s'affranchissent ainsi de la taxe en dépeuplant les terres qui leur appartiennent, les travailleurs, chassés par eux, sont accueillis par la localité ouverte ou la petite ville la plus proche. La plus proche, je dis, mais ce plus proche peut signifier une distance de 3 ou 4 miles de la ferme où le travailleur va peiner tous les jours. Outre la besogne qu'il fait journellement pour gagner son pain quotidien, il lui faut encore parcourir l'espace de 6 à 8 miles, et cela n'est compté pour rien. Tout travail agricole accompli par sa femme et ses enfants subit les mêmes circonstances aggravantes. Et ce n'est pas là le seul mal que lui cause l'éloignement de son domicile, de son champ de travail. Des spéculateurs achètent, dans les localités ouvertes, des lambeaux de terrain qu'ils couvrent de tanières de toute espèce, élevés au meilleur marché possible, entassés les unes sur les autres. Et c'est dans ces ignobles trous que, même en pleine campagne, partagent les pires inconvénients des plus mauvaises habitations urbaines que croupissent les ouvriers agricoles anglais. Note 198, fermez les guillemets. D'autre part,
Il ne faut pas s'imaginer que l'ouvrier qui demeure sur le terrain qu'il cultive y trouve le logement que mérite sa vie laborieuse. Même sur les domaines princiers, son cotage est souvent des plus misérables. Combien de propriétaires qui estiment qu'une étable est assez bonne pour des familles ouvrières et qui ne dédaignent pas de tirer de sa location le plus d'argent possible. Note 199. Ouvre les guillemets. Ou bien c'est une cabane en ruine avec une seule chambre à coucher, sans foyer, sans latrine, sans fenêtre, sans autre conduit d'eau que le fossé, sans jardin, et le travailleur est sans défense contre ses iniquités. Nos lois de police sanitaire, les Nuisance Removal Acts, sont en outre lettres mortes. Leur exécution est confiée précisément aux propriétaires qui louent des bouches de cette espèce. On ne doit pas se laisser éblouir par quelques exceptions et perdre de vue la prédominance écrasante de ces faits qui sont l'opprobre de la civilisation anglaise. L'état des choses doit être en réalité épouvantable, puisque, malgré la monstruosité évidente des logements actuels, des observateurs compétents sont tous arrivés au même résultat sur ce point, savoir que leur insuffisance numérique constitue un mal infiniment plus grave encore. Depuis nombre d'années, non seulement les hommes qui font surtout cas de la santé, mais tous ceux qui tiennent à la décence et à la moralité de la vie voyaient avec le chagrin le plus profond l'encombrement des habitations des ouvriers agricoles. Les rapporteurs chargés d'étudier la propagation des maladies épidémiques dans les districts ruraux n'ont jamais cessé, en phrases si uniformes qu'elles semblent stéréotypées, de dénoncer cet encombrement comme une des causes qui rendent vaine toute tentative faite pour arrêter la marche d'une épidémie une fois qu'elle est déclarée. Et mille fois on a eu la preuve que, malgré l'influence favorable de la vie champêtre sur la santé, l'agglomération qui active à un si haut degré la propagation des maladies contagieuses ne contribue pas moins à faire naître les maladies ordinaires. Et les hommes qui ont dénoncé cet état de choses n'ont pas passé sous silence un mal plus grand. Alors même que leur tâche se bornait à examiner le côté sanitaire, ils se sont vus presque forcés d'aborder aussi les autres côtés de la question, en démontrant par le fait que des adultes des deux sexes, mariés et non mariés, se trouvent très souvent entassés pêle-mêle, huddled, dans des chambres à coucher étroites. Ils ont fait naître la conviction que, dans de semblables circonstances, tous les sentiments de pudeur et de décence sont offensés de la façon la plus grossière, et que toute moralité est nécessairement étouffée. Note de sang. On peut voir par exemple, dans l'appendice de mon dernier rapport, un cas mentionné par le docteur Ord à propos de la fièvre qui avait ravagé Wing, dans le Buckinghamshire. Un jeune homme y arriva de Wingrave avec la fièvre. Les premiers jours de sa maladie, il couche dans une même chambre avec 9 autres individus. Quelques semaines après, 5 d'entre eux furent pris de la même fièvre et 1 en mourut. Vers la même époque, le docteur Harvey, de l'hôpital Saint-Georges, à propos de sa visite à Wing pendant l'épidémie, me cita des faits pareils. On voit les guillemets. Une jeune femme malade de la fièvre couchait la nuit dans la même chambre que son père, sa mère, son enfant illégitime, 2 jeunes hommes, ses frères et ses 2 sœurs, chacune avec un bâtard. En tout, 10 personnes. Quelques semaines auparavant, 13 enfants couchaient dans ce même local. Note 201, fermez les guillemets. Le docteur Hunter visita 5375 cottages de travailleurs ruraux, non seulement dans les districts purement agricoles, mais dans toutes les parties de l'Angleterre. Sur ce nombre, 2195 contenaient une seule chambre à coucher, formant souvent toute l'habitation. 2930 en contenaient 2 et 250 plus de 2. Voici quelques échantillons pris parmi une douzaine de ces comtés.